Je vous propose 3 temps. Le premier, c'est de refaire un peu un historique. Alors, vous connaissez tous l'historique de l'évidence-based médecine, mais on ne voit peut-être pas forcément tous, les mêmes choses et cet historique est quand même très intéressant. Après, on verra ce qui se passe aujourd'hui et puis après, je vous, proposerai d'étudier un cas, un peu paradigmatique, qui est celui de l'évaluation des psychothérapies, qui sont quelque part des soins complémentaires et on verra en quoi et on dispose d'études, de nombreuses études, dans le domaine des psychothérapies et on verra en quoi, l'evidence-based medicine, dans l'évaluation des psychothérapies, a apporté des choses, a posé problème et comment, le monde, des psychothérapeutes évolue, là-dedans. Voilà, alors donc je commence par, l'histoire. Alors je crois vraiment que le premier point historique, alors je devrais déclarer mes conflits d'intérêts idéologiques, on appelle ça la réflexivité. Bien entendu, comme vous le savez, je suis, professeur de biostatistique et donc ça colore ma vision des choses, naturellement, en plus de mon activité clinique qui est de la pédopsychiatrie et donc je vais commencer par 1925 qui est, la publication du livre de Ronald Fisher, Statistical Methods for Research Workers, dans lequel, et ça c'est, je reprends un article d'histoire, de la médecine de Nancy Hall sur l'histoire de la randomisation. Elle dit que c'est le moment où, la randomisation est arrivée dans le monde de la méthodologie. Avant, il y avait eu, des tentatives très ponctuelles de tirer au sort, mais c'était intuitif. Là, c'est dans un livre de méthodologie, donc Fisher, suggère de randomiser et ça fait un flop. C'est-à-dire qu'en fait, ses collègues, sont très surpris avec, d'ailleurs un argument qui semble, assez évident, hein, c'est que si on tire au sort, par hasard, les groupes peuvent être différents. Alors que si on apparie, les groupes seront semblables et donc il vaut mieux apparier que de tirer au sort et il a fallu des décennies, en fait, pour, démonter ça et on peut si, nous, ça nous étonne aujourd'hui, il faut comprendre qu'on est en 1925 et que l'article qu'il publie, dans lequel il y a le petit p, et qui est la pierre de touche de l'inférence statistique, est publié en 1922, soit 3 ans avant. Et donc à l'époque où, Fisher publie son bouquin sur la randomisation, en fait, presque personne ne sait ce que c'est qu'un test statistique au sens où nous on l'entend. Et que l'article de Neyman et Pearson, qui propose les tests statistiques tels que nous les avons tous appris, ça ne sera qu'en 1928, donc il n'est même pas encore sorti. Donc vous voyez que la question de la randomisation s'intègre dans la question de l'inférence statistique, et bien sûr que l'évidence-based medicine est liée à la question de l'inférence statistique. Donc ça fait un flop. Alors c'est un peu utilisé en agronomie, et donc vous savez que Fisher travaillait dans le monde de l'agronomie et pas dans le monde de la médecine. Et que jusqu'aux années 50, en gros jusqu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette méthodologie de la randomisation ne pénètre pas dans le monde de la médecine et ça a été étudié par Harry Marks dans son livre sur The Progress of Experiment, qui n'est pas traduit en français, qui est sur l'histoire de la méthodologie de la recherche médicale et de l'évaluation des thérapeutiques pendant le XXe siècle aux États-Unis, et qui montre que pendant la première moitié du XXe siècle, on est essentiellement sur une pensée bernardienne, c'est-à-dire que, il faut trouver la cause de la maladie et en montrant qu'on agit sur la cause de la maladie, alors on agit, sur le malade et on guérit la maladie et bien sûr avec tout le succès qu'on connaît autour des maladies bactériennes et de la vaccination. Et donc à partir, des années 50, on se rend compte que, ben, la pensée bernardienne a ses limites et là, il va se passer un courant sur, 2 décennies avec des statisticiens, donc je vais, 2 noms parmi tant d'autres, hein, Cochrane et Sackett. Cochrane étant un statisticien et Sackett étant un enseignant d'épidémiologie clinique qui chacun dans leur coin vont proposer, une approche plus data driven, de l'évaluation des soins et puis, quelque chose qui est moins connu, qui est, le positionnement de la Food and Drug Administration. C'est que donc la Food and Drug Administration au départ, a pour vocation surtout d'évaluer le caractère sain des aliments, beaucoup plus que des médicaments, puisqu'au début du XXe siècle, le problème c'est de manger, avant tout
et la qualité de l'eau. Et puis après, c'est la sécurité des médicaments. Donc la FDA s'est occupée de la sécurité des médicaments bien plus avant que de l'efficacité des médicaments. Et c'est en 1962, alors c'est intéressant parce que en fait, les progrès de la FDA viennent de procès qui sont faits. Et donc ce sont des juges qui tranchent et qui disent, donc il y a des firmes ou des firmes qui sont attaquées ou des firmes qui attaquent, et donc des juges doivent trancher. Et donc il y a un premier jugement, Kefauver versus Harris, avec un amendement de la FDA qui dit que quand même, il faut des well-controlled investigation pour montrer l'efficacité des produits. Mais sans préciser quoi. Sans préciser ce que sont des well-controlled investigations. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que beaucoup de firmes vont dire que c'est le succès commercial qui fait l'efficacité du produit. Et que c'est une investigation. Donc on regarde qu'est-ce qui se vend, donc on fait une étude, et si on dit que ça se vend, ça veut dire que c'est efficace. Et donc en 1970, il y a un nouvel arrêté d'une cour d'appel, donc c'est l'arrêté Upjohn versus Finch, qui dit « commercial success alone is not enough », etc., etc. Et là, les analystes considèrent que implicitement, ça veut dire qu'il faut faire des essais randomisés. Et donc, c'est à partir de 1970, et donc entre nous, c'est quand même assez récent, hein, c'est à partir de 1970 que les essais randomisés sont plus ou moins imposés pour avoir une AMM aux États-Unis. Alors, là, on n'est pas dans l'évidence-based medicine, on est dans l'évaluation du médicament. Mais le sillon se creuse, continue à se creuser, et comme vous le savez, on en avait déjà discuté, le mot evidence-based medicine apparaît en 1991. Donc c'est Gordon Guyat, qui est un tout jeune professeur de médecine interne. Alors je ne sais pas s'il est professeur de médecine interne, mais en tout cas il était responsable du cours de médecine interne de McMaster. Il a 38 ans. Et pour son cours de médecine interne, il propose que ce qu'il va apprendre aux étudiants, ça sera basé sur des données scientifiques et pas sur des avis d'autorité. Et il veut appeler ça la médecine scientifique. Et on lui dit que quand même, c'est pas le seul à proposer de la médecine scientifique, qui a eu lieu avant lui, et donc il est obligé de changer d'appellation, et c'est lui qui propose Evidence-Based Medicine, donc qui est publié dans un article en 1991. Et la définition, elle apparaît en 1996 dans un article de son patron Sackett. Dans le papier que Patrice Queneau nous avait signifié pour notre dernier travail sur Evidence-Based Medicine, What is it and what is it not? Et donc, l'Evidence-Based Medicine, rappelons-le, est un usage consciencieux, explicite et judicieux des meilleures données disponibles dans les décisions concernant les soins des malades. Et avec les trois cercles, c'est là qu'il y a les trois cercles sur lesquels, bien sûr, il faut toujours se rappeler qu'ils constituent le socle de l'evidence-based medicine, les données, l'expertise du clinicien et le point de vue du patient. Alors, au même moment apparaît, et ça c'est intéressant pour nous, la notion, vous savez, de pyramide d'évidence, quand même, qui structure aussi l'evidence-based medicine. Et donc, justement, il y a un papier, les historiens disent que c'est le premier papier qui a un peu à voir avec cette pyramide, publié en 1995 par Guyat et Sackett, encore les mêmes, A Method for Grading Healthcare Recommendation. Donc, il va y avoir il propose une graduation des recommandations pour la santé, et c'est là qu'ils disent que les essais randomisés sont préférables aux études observationnelles. Et à partir de là, il va y avoir une déclinaison de ce point de vue avec ces fameuses pyramides. Et il y a plein de suggestions. Il n'y a pas une seule proposition de pyramide, donc comme on a à la HAS, avec les méta-analyses, etc., jusqu'aux avis d'experts. Et donc, en fait, ça flotte. Ça flotte. Et surtout, ce qui est amusant, c'est que, bien entendu, dans le papier de Guyat et Sackett, l'explication qui fait que les essais randomisés sont mieux que les études observationnelles,
c'est que, alors je le dis dans notre vocabulaire d'aujourd'hui, à l'époque, ils disaient pas ça comme ça, mais c'est que l'essai randomisé permet de tenir compte des facteurs de confusion non mesurés. C'est toujours ce qu'on dit. Mais le problème, c'est qu'ils ne discutent absolument pas du fait qu'il y a plein aussi de problèmes liés aux essais randomisés, liés à la non-généralisabilité des résultats, etc., aux critères d'inclusion, d'exclusion, enfin tout ce qu'on connaît aujourd'hui, et qui sont moins sensibles avec les études observationnelles. Et cette discussion n'apparaît absolument pas, et du coup, on peut dire aujourd'hui, et d'ailleurs c'est repris dans plein d'articles critiques sur l'evidence-based medicine, mais si on prend du recul, c'est que l'evidence-based medicine repose sur des avis d'experts. C'est curieux, mais c'est comme ça, c'est-à-dire le fait de dire que l'essai randomisé est mieux que des études observationnelles, le fait de dire que des méta-analyses sont mieux que des essais bien faits, ce sont des avis d'experts qui conduisent à dire ça. L'evidence-based medicine n'est pas evidence-based en elle-même. Voilà. Alors bien sûr, ça serait très difficile, hein, ça serait très difficile méthodologiquement de dire qu'un système de soins qui repose sur un savoir étayé par des essais randomisés serait meilleur qu'un système de soins qui reposerait sur un savoir étayé par des études observationnelles. À faire, ça serait véritablement un casse-tête. Mais c'est quand même un peu la réalité. Et donc, alors ce que je dis là peut être un peu dérangeant, mais si l'on a une approche scientifique extrêmement neutre et rationnelle par rapport à la question d'evidence-based medicine, c'est quand même un peu le cas. Voilà, alors ça c'est l'histoire. Après, il y a le présent. Et alors justement, cette histoire prépare le présent. C'est que, j'ai envie de dire, jusqu'aux années 2020, on a été dans une période de non trop remise en question de l'évidence-based medicine. Il y a toujours eu des remises en question, dès le début, et dès le début des années 2000. Mais j'ai envie de dire, elles étaient dans un contexte de critique qui est légitime, comme toute démarche scientifique, on peut critiquer, la critique participe à l'avancement des sciences, et voilà. Alors la première critique qu'il y a eu, je la vois en 2005, avec l'arrivée de ce qu'on va appeler plus tard la value-based medicine, donc un premier papier de Melissa Brown, et qui dit, en fait c'est un papier qui vient de l'économie de la santé, qui dit que les essais randomisés sont faits sur, on va dire un VEMS dans l'asthme, sur des critères cliniques, mais tout ça est très médico-centré. On n'écoute pas tellement les patients et, tout aussi grave, et même peut-être encore plus grave, on ne s'intéresse pas du tout au prix des soins qu'on évalue. On dit ils sont meilleurs, mais s'ils sont un peu meilleurs et beaucoup plus chers, en fait, le système de soins n'est pas efficace parce que eh bien, l'argent qu'on va mettre là, on ne le met pas ailleurs et peut-être que d'autres soins, moins évalués, plus humains, seraient plus coût efficaces. Et donc ça, c'est l'avènement de la value-based medicine qui associe les PRO, donc les questionnaires d'évaluation, alors nous on appelle ça mesures subjectives en français, Patient Reported Outcome en anglais, c'est le point de vue du patient. Et bien sûr, comme vous le savez, le point de vue du patient a pris une place extrêmement importante au fur et à mesure que les années ont passé, et en grande partie à juste titre. Et puis la question de l'argent, vous le savez aussi, a pris une place de plus en plus importante au fur et à mesure que les années ont passé, et aujourd'hui c'est devenu quasiment un problème majeur, à tel point que le NICE est clivé dans son évaluation du médicament, puisque aujourd'hui, l'accès aux médicaments des Britanniques repose, sur une AMM qui vient de l'évidence-based medicine et des essais randomisés, puisque c'est le MA, mais que, une fois qu'il y a l'AMM, le fait que le médicament soit disponible sur le marché vient de modélisation de coût par quali qui repose explicitement sur la value-based medicine. C'est-à-dire, ce sont des années de vie de qualité qui sont pondérées par le coût du médicament. Et donc, si un médicament coûte moins cher que 30 000 livres par année de vie de qualité, eh bien, ce médicament est accepté sur le marché. Donc, on est complètement dans le paradigme de la value-based medicine. Et les études donc, qui sont faites par le NICE, qui évaluent ce coût par quali, sont des études qui n'ont rien à voir avec des essais randomisés. Absolument rien à voir, ce sont des modélisations médico-économiques où ils se servent très vaguement
des données des essais randomisés, mais c'est très vaguement, puisqu'en fait, ils font des comparaisons indirectes. Et donc, je ne rappellerai pas tout le problème qui est lié autour des comparaisons indirectes, puisqu'on a fait notre profession de foi sur l'évaluation du thermalisme repose sur les comparaisons indirectes. Donc ça, premier point, très sensible aujourd'hui, hein, très important dans et en France, vous savez qu'il y a la CESP qui évalue le coût efficacité, enfin, c'est la commission médico-économique de la Haute Autorité de Santé, alors qui donne un point de vue sur tous les médicaments qui ont un SMR3 ou je crois un chiffre d'affaires annuel de plus de 200 millions d'euros. Il y a une obligation pour les firmes de déposer un dossier médico-économique. Hein. Alors, mais bien sûr, ce dossier n'est pas bloquant comme peut l'être l'avis de la commission de transparence avec les ASMR et le SMR. C'est un avis consultatif pour le comité économique des produits de santé qui décide, lui, de la tarification du médicament. Donc en France, la décision de remboursement ne dépend pas de données médico-économiques, ce qui est une caractéristique par rapport globalement à la majorité des autres systèmes d'évaluation du médicament. Donc, Value-Based Medicine, et alors là, très récemment, donc je dirais à partir de 2018, il y a le courant de BM+, dont on a déjà un petit peu parlé. Alors, c'est un courant compliqué, au début, je dirais, assez confidentiel, mais qui a eu un écho considérable après l'épidémie de Covid. Alors, il y a des mélanges, je dirais, dans ce courant EBM+, il y a des mélanges de considérations épistémologiques et même philosophiques, de considérations méthodologiques et, je soupçonne, d'influence directe ou indirecte des firmes pharmaceutiques. Donc, je m'explique. Il y a un premier point, d'ailleurs, dont on discute toujours qu'à demi-mot quand on parle d'evidence-based medicine, c'est le point qui relève de la causalité de l'effet d'un médicament. Et donc tout le monde dit que l'essai randomisé est une méthodologie qui doit primer parce qu'elle seule garantit la causalité contrafactuelle, comme disent les méthodologistes, de l'effet intrinsèque du médicament. Alors en fait, quand on creuse ça, en fait, cette proposition relève du sophisme. Elle relève du sophisme parce que l'argumentation qu'il y a derrière, c'est que au moment où on randomise, en moyenne, les sujets du groupe A sont égaux aux sujets du groupe B. Et après, ce qui va les différencier, c'est le fait qu'un A a eu un médicament et B a eu un placebo. Et donc là, on est contrafactuel, mais en moyenne, sur un sujet moyen. On est contrafactuel sur un sujet moyen, mais en sachant qu'après la randomisation, il peut y avoir tout un tas de facteurs de confusion qui sont souvent non mesurés et qui ne vont pas être pris en charge par la randomisation. Et c'est pour ça qu'on fait de l'aveugle. On fait de l'aveugle parce que l'absence d'aveugle est un facteur de confusion possible, non géré par la randomisation, parce qu'il apparaît après la randomisation. Mais il n'y a pas que l'aveugle. Il n'y a pas que la question de l'ouvert qui pose des problèmes de facteurs de confusion non mesurés, il y en a notamment toutes les données manquantes. Les données manquantes apparaissent après la randomisation et souvent elles sont informatives. C'est-à-dire que le fait que le patient sorte de l'étude n'est pas indépendant à son état de santé. Et c'est un casse-tête permanent pour l'analyse des données des essais randomisés. Donc, la randomisation ne rend identiques les groupes que jusqu'à n'assure la causalité que jusqu'à la randomisation et pas après, mais en plus, la randomisation garantit une identité des groupes, enfin des sujets sur des sujets moyens, mais bien sûr sur un sujet individuel, il n'y a pas de causalité. D'ailleurs, on le sait bien, quand on prescrit un traitement, presque jamais nous ne savons si c'est ce traitement qui a guéri le patient ou autre chose. Alors il y a des cas, on est bien d'accord, en réanimation, en chirurgie, etc. Il y a des cas où ça emporte la conviction, mais justement c'est la conviction. Et c'est pour ça que cette histoire de causalité est un véritable sophisme et que, alors,
Gérard Bréard est là, qu'on sait bien qu'en épidémiologie, la question de causalité est une question pour laquelle il y a des milliers de pages écrites depuis les critères de Hill dans les années 60, etc., etc. Et que cette question traverse l'épidémiologie, qu'elle est toujours débattue aujourd'hui. Donc, cette question de causalité interpelle l'évidence médecine. Et donc, il y a des philosophes qui ont écrit des textes en disant « ça suffit, vous ne pouvez pas dire que la randomisation est la condition ultime, nécessaire et suffisante pour la causalité. Ça n'est pas vrai épistémologiquement. On ne peut, pour pouvoir dire qu'il y a causalité, il faut aussi et surtout qu'il y ait un mécanisme d'action. » Et d'ailleurs, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure sur la chirurgie et la réanimation. Pourquoi on n'est plus convaincu après une intervention chirurgicale ou après ce qui se passe en réanimation sur la causalité de l'efficacité thérapeutique, c'est que si quelqu'un a une fracture ouverte du tibia, si on la réduit, qu'on met un fixateur externe et que ça se consolide, on voit bien le mécanisme d'action qui est évident, et donc ça emporte la conviction de causalité. Et donc, il y a donc ce courant de BM+, est vraiment arc-bouté sur la question du mécanisme d'action. Et donc, qui dit que pour qu'il y ait evidence-based, il faut certes qu'il y ait des données cliniques, préférentiellement randomisées, mais ça peut se discuter, mais qu'il y ait aussi et surtout un mécanisme d'action qui assure l'explication de l'efficacité du produit. Alors, ce point de vue est très critiqué par les puristes de l'évidence-based medicine, dont Rémi Boussageon, par exemple, que nous allons auditionner et que nous avons déjà auditionné, donc qui est le président du conseil scientifique du CNGE, un grand spécialiste de l'évidence-based medicine. Je vois que Philippe Jory acquiesce. Parce qu'il dit, oui, mais en fait, comme vous le savez, en cancérologie, à peu près 50% des produits qui arrivent en phase 3, finalement, n'ont pas d'AMM et ont des essais négatifs. Or, la plupart des anticancéreux qui arrivent en phase 3, ils ont un mécanisme d'action. Et donc, on voit que le mécanisme d'action, en fait, a un intérêt discutable, utile, mais dont le primat doit être discuté, et que bien sûr, et qu'en fait, ce que dit Rémi, c'est que, de fait, quand on s'engage dans une démarche de BM, il existe toujours a priori des indications sur un mécanisme d'action, sinon on ne s'engagerait pas dans cette voie, en tout cas pour les médicaments et pour les interventions chirurgicales. Et je pense qu'il a raison, c'est-à-dire qu'un médicament aujourd'hui arrive après un développement préclinique, et que le développement préclinique étaye un mécanisme d'action. Donc, vous voyez, il y a autour de l'EBM+, il y a une vraie discussion autour de mécanismes d'action et autour de la place du mécanisme d'action dans l'EBM classique d'aujourd'hui et dans ce qu'elle pourrait être dans une EBM augmentée. Mais alors, ça prend une importance toute particulière en 2024, c'est que nous avons de nouveaux produits, les thérapies cellulaires, les CAR-T-cells, qui sont autorisés et remboursés sur un mécanisme d'action quasiment exclusivement, puisque les données disponibles sont des données sur un bras unique, sans bras comparateur, et donc sans essai randomisé. Et donc, je vous le dis régulièrement, il n'y a pas un mois en France où un médicament a une autorisation de remboursement sans essai randomisé. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, du fait des thérapies biologiques, des anticorps monoclonaux, on a effectivement des mécanismes d'action qui sont visiblement convaincants pour les collègues qui évaluent les produits. Alors, dont acte, c'est une réalité sociologique. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Nous pouvons dire que c'est mal, mais c'est comme ça. C'est une réalité. Alors, ce que disent les collègues, bien sûr, qui défendent ça, c'est que de toute façon, les CAR-T-cells dans la myotrophie spinale, de toute façon, il n'y a pas assez de sujets pour faire un essai randomisé. Et puis, de toute façon, ça ne serait pas éthique. Parce qu'il faudrait un groupe contrôle avec quoi il n'existe rien.
Et donc, on ne pourrait pas proposer à ces enfants qui ont une amyotrophie spinale rien, alors que dans des essais de phase 1 ou 2, le traitement a l'air de marcher sensiblement. Et ces arguments ne sont pas complètement négligeables. Et de mon point de vue, d'ailleurs, ils ne sont pas négligeables, mais ils sont scandaleux quand on sait qu'une injection de Zolgensma est entre 2 et 3 millions d'euros. Et c'est là quand même que la notion de value-based medicine n'est pas complètement inopérante. Donc VBM, EBM+, et alors il y a un troisième courant actuel qui est celui de Deep Medicine. Donc Deep comme Deep Learning, etc. etc. Donc dès qu'on met Deep, aujourd'hui, c'est à la mode. Alors, ça consiste en quoi? Ça consiste à dire, l'EBM, c'est les années 70, 90, c'est-à-dire que on n'avait pas... alors, Gérard Bréard est là aussi. L'épidémiologie en 1970, ça n'a rien à voir avec l'épidémiologie en 2024. C'est une évidence. On a toujours des régressions logistiques, toujours des enquêtes cas témoins, mais on a beaucoup plus. On a beaucoup plus, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les big data, c'est-à-dire que les données disponibles pour évaluer les soins n'ont rien à voir avec celles qui existaient dans les années 70 et 90. On a des omics, on a le SNDS, on a des smartphones qui en temps réel prennent des données de santé, qui échantillonnent votre fréquence cardiaque avec des montres connectées. Enfin, c'est tout ce que vous tapez sur les réseaux sociaux qui donne une indication sur des troubles de l'humeur individuels éventuels, etc., etc. On a, et ça on l'a vu avec le Covid, on peut faire maintenant des plateformes d'essais randomisés, où on fait des essais randomisés adaptatifs, où on change d'hypothèse au fur du temps, etc., etc. Et puis le Covid, donc pour le BM+, le Covid a bien montré que on n'a pas attendu, à tort ou à raison, les essais randomisés pour commencer à faire des choses. Et parfois, pas faire des bonnes choses, mais bon, voilà. En tout cas, ce sont des arguments qui sont proposés et qui disent, de toute façon, en plus, les essais randomisés, c'est une efficacité statistique. Or, comme vous le savez, on ne traite jamais un patient statistique, et donc on est toujours obligé d'adapter notre décision thérapeutique aux données statistiques, alors qu'avec toutes ces données omiques, on pourrait personnaliser le traitement, avec plein de covariables qui seraient propres au sujet. Et donc, il y a un papier, alors je crois que c'est un papier de Science, donc pas n'importe quoi, hein, qui est sur cette Deep Medicine, et qui a une illustration assez marquante, où il y a l'EBM, il y a la pyramide de l'EBM, qui est le sommet émergé de l'iceberg, et puis dessous, il y a la partie immergée de l'iceberg, qui est bien sûr, qui représente les 4/5e de l'iceberg, qui sont toutes les omics, toutes les données cliniques dont on dispose et qui ne sont pas du tout utilisées pour évaluer les médicaments, ou très peu. Et qui disent, l'article conclut en disant, c'est scandaleux, c'est pas normal de faire ça, on gaspille des données, et donc il faut tout changer. Alors il faut tout changer, mais en faisant quoi? Et là j'arrive à la dernière partie, c'est toujours plus. C'est-à-dire que les VBM, ils disent, non, on continue à faire des essais randomisés, mais en plus, il faut du coup par quali. Le BM+, il dit, il faut des essais randomisés, mais en plus, faut payer. Faut des mécanismes d'action, je veux dire. La Deep Medicine, oui, ils disent jamais, faut pas d'essais randomisés, mais ils disent, faut en plus. Donc, bien sûr, ça coûte encore plus cher. Or, comme vous le savez, on a des essais randomisés aujourd'hui dont le coût est entre 200 et 300 millions d'euros. Un essai randomisé. Pour évaluer les nouveaux anticoagulants dans la prévention de la fibrillation auriculaire. Et donc, est-ce que c'est soutenable de faire toujours plus? Puisqu'après, on a l'impression que c'est les firmes qui payent ça, mais en fait, c'est les patients, c'est la sécurité sociale qui paye le prix des études. Hein. Et alors, j'en arrive aux soins complémentaires. C'est que bien sûr, que si on exige des essais randomisés et encore plus aux soins complémentaires, on peut être sûr qu'on n'aura jamais ça. On en est sûr. Et donc, du coup, la question est vraiment aiguë, que faire? Alors, je vais prendre là l'exemple des psychothérapies. Pourquoi?
Parce qu'on a des données et on n'est pas dans le champ du médicament. C'est-à-dire qu'on a un effet contextuel très fort, qui est l'effet psychothérapeute, qui est essentiel. Alors, au passage, l'effet thérapeute existe aussi avec les médicaments. C'est là qu'on voit quand même que l'évidence-based médecine classique a scotomisé l'effet du thérapeute. Mais en psychothérapie, l'effet du thérapeute est bien entendu incontournable. Alors, il y a des mécanismes d'action, mais qui sont très discutés. La psychanalyse est étayée par des dizaines de milliers de pages de mécanismes d'action, mais qui pour le moins ne sont pas consensuels. Enfin, il y a quand même un corpus théorique de mécanismes d'action, mais qu'on va retrouver dans la médecine chinoise. La médecine chinoise, il y a un mécanisme d'action, mais qui n'est pas consensuel du tout. Alors, même les TCC, en fait, les TCC, contrairement à ce qu'on pense, les thérapies cognitives, par exemple, ne reposent pas sur les sciences cognitives. Par exemple, les thérapies de 3e génération, la mindfulness, repose avant tout sur la méditation du bouddhique et pas sur les sciences cognitives. Donc, il y a des théories sous-jacentes, mais ces théories ne sont pas du tout consensuelles, comme la théorie de l'insuffisance cardiaque, si tant est que ça soit consensuel aussi. Et puis, il y a une hétérogénéité extrême. C'est-à-dire que ce n'est pas le monde des psychothérapies, c'est des psychothérapies. Dans des pays, avec des formations différentes. Et puis, je vois aujourd'hui, il y a de l'hypnothérapie qui est faite par des médecins généralistes, les TAC, qui sont extrêmement en pointe. Et puis, vous avez l'hypnothérapie qui est faite par des psychanalystes, qui est faite par des soignants qui sont ni médecins ni psychologues, etc., etc. Alors, il y a de l'EBM avec les psychothérapies. Et donc, c'est-à-dire que il y a un collègue néerlandais, d'ailleurs, qui a fait une conférence cet après-midi par l'European Psychiatric Association, en visio, Pim Quijpens, qui est le pape des méta-analyses des essais thérapeutiques des psychothérapies. Il a un gros financement européen là-dessus, et il a plein de méta-analyses en réseau de psychothérapie. La dernière sur la dépression, publiée dans la revue World Psychiatry, 331 essais randomisés, 34 000 patients. Donc là, il y a des données. Quelle est la conclusion? Tout se vaut. Tout se vaut, et ça, si vous voulez, c'est un tremblement de terre, parce que dans les années 80-90, on disait tout se vaut, et puis après, les TCC, c'est mieux. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, les TCC, au début, il y avait des études que dans les TCC, et maintenant, il y a des études partout, et en fait, alors, tout se vaut, donc certains vont dire, tout est pareil, mais non, bien sûr, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas dire que tout est pareil, on peut dire qu'il y a du bruit partout. C'est-à-dire, alors, par exemple, dès qu'on fait un essai randomisé avec les psychothérapies, on met d'excellents psychothérapeutes, bien entendu. Or, vous imaginez que l'efficacité d'une thérapie avec un excellent psychothérapeute, souvent c'est efficace. Et donc, il y a plein de problèmes méthodologiques liés à ces essais randomisés de psychothérapie. Par exemple, quel est le groupe contrôle? Alors, on ne peut pas avoir de placebo de psychothérapie. Donc, au début, on a fait des listes d'attente, des waiting lists. Et en fait, on s'est rendu compte que les listes d'attente, ça surestime l'effet des thérapies, parce que les gens sont fâchés quand ils sont sur la liste d'attente, puisqu'ils ont signé un consentement disant qu'ils étaient dans une étude, mais on les fait attendre. Et donc, on sait qu'on surestime l'efficacité des psychothérapies de 0,2 à 0,3 écart type avec les listes d'attente. Ça a été étudié. Alors, il y a même des choses extrêmement subtiles, alors qui sont un peu dérangeantes pour une académie de médecine, qui sont que, comment fait-on pour faire un essai randomisé dans la dépression? Eh bien, on prend des patients déprimés, selon les critères du DSM, et on va prendre comme critère d'efficacité des échelles de dépression. Mais oui, mais en réalité, c'est pas si simple que ça. C'est que si on prend par exemple un patient dans le cadre d'un syndrome dépressif qui va suivre une thérapie psychanalytique, c'est qu'en fait, le psychiatre a vu que dans le contexte de cette dépression,
il y avait une névrose d'échec et que c'était cette névrose d'échec qui était le noyau qui alimentait la dépression. Et donc la thérapie psychanalytique ne va pas soigner la dépression, elle va soigner la névrose d'échec dans le cadre d'une prise en charge d'une dépression. Et donc le critère d'inclusion n'a plus rien à voir avec la dépression. Le critère d'efficacité, c'est comme si on voulait demander à un antihypertenseur, une statine, un antidiabétique de montrer qu'il diminue la mortalité. Alors aujourd'hui on le fait, mais pendant longtemps on ne l'a pas fait. Parce que c'est extrait, il faudra attendre 10-20 ans pour le montrer. Et donc demander à une thérapie psychanalytique qu'elle améliore des scores de dépression, alors que ce n'est pas son objectif thérapeutique. Ben, y a des psychanalystes qui ont dit ça n'est pas juste de montrer, d'utiliser ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que en fait, ces essais marchent quand même. C'est ça c'est que si on prend des thérapies psychanalytiques dans le cadre de la dépression, et c'est ce que montre Pim Quishpens, eh ben, bien que les méthodologies ne soient pas adaptées, et c'est là la force des essais randomisés, c'est qu'ils sont extrêmement robustes. C'est-à-dire si un soin fait quelque chose, en général, l'essai randomisé arrive à montrer que ça fait quelque chose, quoi. Ça marche très bien. Mais quand même, sur le fond, il y a un souci. Et puis, il y a ce qu'on appelle le biais d'allégeance. C'est que le biais d'allégeance, c'est de croire en l'efficacité de la thérapie. Et que dans les essais randomisés de psychothérapie, les thérapeutes ont un biais d'allégeance colossal. Et ce biais d'allégeance va induire une alliance thérapeutique très forte et sur laquelle je vais revenir. Donc ça, c'est des problèmes méthodologiques. Mais alors après, il y a des problèmes de fond qui sont arrivés d'ailleurs tardivement avec un très bel article de 2007 sur l'effet du thérapeute dans les psychothérapies. Alors d'abord, on a étudié l'effet de l'alliance thérapeutique. Et on s'est rendu compte que l'alliance thérapeutique expliquait à peu près 50% de l'efficacité thérapeutique. Alors ce chiffre est discuté, hein, mais c'est un ordre de grandeur très, très important. Alors avec des critiques méthodologiques, mais l'article de 2007, il montre que dans la variance de l'alliance thérapeutique qui explique l'efficacité, c'est la variance de l'alliance thérapeutique du clinicien et pas du patient. C'est-à-dire que c'est, pour le dire cliniquement, c'est que c'est l'investissement du clinicien dans l'alliance thérapeutique qui va porter l'efficacité thérapeutique plus que l'investissement du patient dans l'efficacité dans l'alliance thérapeutique. Et après, il y a la question des effets spécifiques et non spécifiques. Du coup, est-ce que les psychothérapies marchent parce qu'il y a une technique spécifique qui est efficace, ou est-ce que c'est parce que ces techniques psychothérapeutiques forment bien les psychothérapeutes et qu'ils deviennent de bons psychothérapeutes en tant que psychothérapeutes, mais que ce n'est pas la technique en elle-même qui est efficace. Alors là, il y a un papier dans le Lancet Psychiatry qui est sorti en 2021 qui analyse tout ça et qui dit que c'est très compliqué, que en fait, alors par exemple, oui, il y a une efficacité spécifique. Par exemple, dans les troubles anxieux, l'exposition à un stimulus anxieux aide à la prise en charge de l'anxiété, mais possiblement, donc ça, ce sont les thérapies cognitivo-comportementales qui font de l'exposition, mais très possiblement, dans les thérapies systémiques et même psychodynamiques, en fait, il est possible et même vraisemblable que les thérapeutes, sans le faire explicitement, exposent leurs patients aussi à des situations anxiogènes. Parce qu'ils ont l'intuition que c'est ça qui, à ce moment-là, que c'est ça qui va faire que le patient va aller mieux. Et là, on en arrive à un nouveau problème méthodologique, c'est est-ce que les psychothérapeutes, dans la réalité de l'exercice clinique, ils font vraiment ce qu'on leur a appris dans leur formation? Et donc, il y a eu des vidéos qui ont été faites pour filmer les thérapeutes avec des grilles de cotation pour savoir si ils suivent ou non ce qu'ils sont censés faire, et on se rend compte que ben non, ils ne le font pas, et que le fait de ne pas suivre explicitement ce que l'on doit faire n'est pas forcément délétère. Ça peut l'être, mais ça peut ne pas l'être, parce que justement, par exemple, un psychanalyste ne va pas interpréter des rêves en début de psychanalyse, parce que c'est trop intrusif pour le patient. Voilà, donc vous voyez que rien que quand on regarde l'evidence-based medicine dans le monde des psychothérapies, ça existe, ça a apporté quelque chose, mais
C'est extrêmement fragile en tant que design méthodologique. Et du coup, ce que proposent les spécialistes des psychothérapies aujourd'hui, pour le dire vite, c'est de ne plus faire d'essais randomisés. Ils considèrent que ces essais randomisés ont été faits, que les méta-analyses existent, que maintenant on sait que les psychothérapies sont efficaces, et que cette question est réglée, et que maintenant la question c'est de savoir quel processus doit être utilisé pour quel patient, à quel moment de sa prise en charge. Et donc ce sont des études de processus, et plus de comparaison de prise en charge les unes avec les autres, et aussi comme problème la question de la formation, dont on ne parle jamais assez. C'est que la formation des psychothérapeutes est extrêmement hétérogène d'un pays à l'autre, et dans notre pays, ça n'est pas l'idéal. Et bien sûr, pour les thérapies complémentaires, on va avoir la même chose. Et donc, je conclus là-dessus. Finalement, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Je crois qu'il y a une première chose, c'est que si l'on est lucide et scientifique, on ne peut pas considérer qu'il existe une evidence-based medicine gravée dans le marbre qui est utilisé de façon univoque pour évaluer les soins. Parce que de toute façon, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Les interventions chirurgicales ne sont pas évaluées dans les essais randomisés de la même façon que les médicaments. Moi, j'ai participé à un essai antibiothérapie versus appendicectomie dans l'appendicite aiguë. Ben, le papier est publié dans le Lancet, je vous promets que pour un médicament, ça ne serait jamais passé. Les problèmes méthodologiques sont considérables, l'essai est négatif, mais il est proposé comme étant positif parce que dans les appendicites non compliqués, en fait ça marche, mais que tous les patients n'avaient pas eu un scanner, donc on n'est pas sûr qu'elle n'ait pas été compliquée. Enfin, il y a une espèce de bazar, comme il y a en chirurgie tout le temps, quoi, hein. C'est jamais aussi carré qu'avec des médicaments qui sont des soins reproductibles. Une intervention chirurgicale n'est pas reproductible de la même façon qu'un médicament est reproductible. Et donc, ben, ce n'est pas exactement la même EBM et la place du mécanisme d'action en chirurgie, elle est considérable, hein. De ce fait, l'EBM n'est pas la même en chirurgie qu'avec les médicaments. Et avec les psychothérapies, c'est la même chose. Donc, premier point, l'EBM, ce n'est pas absolu. Aujourd'hui, de toute façon, il y a des carticelles qui sont évalués et remboursés sans essai randomisé. Il y a un contexte du soin qui fait que l'EBM doit être adapté. Il faut en avoir conscience. Le deuxième point, je pense que du coup, compte tenu de tout ça, il faudrait revenir aux fondamentaux qui est d'abord la sécurité. C'est-à-dire, toujours quand on évalue un produit, on doit avant tout se préoccuper de la sécurité au regard de la gravité de la pathologie. Je ne dirais pas primum non nocere parce qu'on pourrait discuter de cette phrase qui construit la médecine, mais il y a quand même ça derrière. Nous devons, et je pense que tout soin, et même toute stratégie de prévention doit être évaluée en termes de sécurité pour les patients et les sujets. Donc ça, c'est un deuxième point. Le troisième point, c'est qu'il faut évaluer, de toute façon. On ne pourra pas dire, enfin, l'évaluation d'un soin est une exigence éthique aujourd'hui, au moins autant qu'une exigence méthodologique et de santé publique. Et donc, tout soin doit être évalué, mais la question c'est comment. Et c'est là qu'il y a une vraie tension, je pense qu'il faudra qu'on discute et que j'ai déjà qu'on a déjà eu dans nos discussions, hein. C'est que certains collègues considèrent qu'on ne peut pas faire autrement qu'avec un essai randomisé. Ce que j'entends, mais alors si on dit ça, on est sûr que 90 à 99% des soins complémentaires ne seront jamais évalués. Et donc là, il y a une question aussi, et tout le monde n'est pas d'accord sur cette question. Vaut-il mieux ne pas évaluer que d'évaluer imparfaitement? Je connais des collègues qui disent qu'il vaut mieux ne pas évaluer que de mal évaluer en leur sens, c'est-à-dire avec des essais randomisés. Sous-entendu, ben, quand on évalue mal, quand on n'évalue pas, au moins on sait qu'on ne sait rien. Quand on évalue mal, on ne sait pas ce qu'on sait. Je ne dis pas que c'est mon point de vue, je dis juste que cette question se pose et qu'il faudra sûrement y apporter une réponse. Moi, je suis plus pragmatique, je serais plus pour dire qu'aujourd'hui, quand même, il y a de nouveaux outils. Le SNDS, par exemple, est un outil qui n'existait pas avant.
des suivis systématiques de patients liés, qu'on peut chaîner avec le SNDS, vont faire qu'on peut suivre des cohortes de patients suivis par des soins non conventionnels ou complémentaires et avoir une évaluation qui est pas, qui serait potentiellement très utile parce que reposant sur des centaines de milliers de sujets. Donc, où on a la possibilité d'utiliser des modèles statistiques qui permettraient d'apporter des éléments de réponse déjà, hein. Déjà de suivi dans le temps, de réhospitalisation ou pas, de consommation médicamenteuse, enfin, on a tout ça qui aurait l'avantage de ne pas coûter d'argent ou de coûter très peu d'argent par rapport à la réalisation d'essais randomisés. Donc je pense qu'aujourd'hui quand même, il y a la possibilité de dire qu'on peut faire des choses. On peut faire des choses. On doit faire des choses et on peut faire des choses. Et la question des essais randomisés se posera, mais on voit que cette question des essais randomisés doit vraiment être pensée. Et ça sera mon dernier mot. Vous voyez, par exemple, bien sûr que faire un essai randomisé versus placebo dans l'homéopathie avec des granules 30CH, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que le mécanisme d'action nous fait dire que c'est un placebo. 10 puissance moins 60, c'est une concentration nulle. Donc le mécanisme, et c'est là que le BM+ est intéressant. Si le mécanisme d'action est suffisamment sûr pour pouvoir avoir une idée de l'intérêt du produit, alors il y a des situations d'évaluation qui ne servent à rien. De la même façon, faire des essais randomisés d'acupuncture en faisant des placebos d'aiguilles ou en piquant à côté du méridien, enfin, aujourd'hui, nous avons quand même des données sur le système nerveux central en termes macroscopiques et microscopiques. Il y a le niveau de preuve biologique de l'existence des méridiens en tant qu'entité biologique est voisin de 0. Donc là aussi, faire tous ces essais randomisés contre sham d'acupuncture, d'ailleurs qui sont en général négatifs par la force des choses, là, il faut le dire, ça ne sert à rien de s'engager là-dedans. On peut faire des essais randomisés en acupuncture, mais pas comme ça. Contre d'autres soins, contre des antalgiques, etc., pour répondre à une autre question thérapeutique et de santé publique. Voilà un peu quelles a été mes différentes réflexions et sur lesquelles on peut discuter, bien sûr, et qui pourront, j'espère, avoir quelques éclaircissements dans nos semaines à venir.